Bienvenue dans ce Global Conversation consacré à la Roumanie, un pays qui fait souvent la une à l'étranger pour les mauvaises raisons. Mais à quel point cette image négative est-elle justifiée? Avec moi pour en parler, le Premier ministre roumain, Victor Ponta. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'être avec nous dans Global Conversation. Pour revenir sur cette question d'image, une image plutôt mitigée, dans quelle mesure est-elle justifiée selon vous? Ça dépend. Je pense bien sûr que la Roumanie est un des anciens pays communistes qui a enduré une dictature très dure jusqu'en 1989. Nous avons connu une révolution particulièrement sanglante. Des gens sont morts ici pour la liberté, pour la démocratie. Avec la Bulgarie, nous avons été les derniers à rejoindre l'Union européenne. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la Croatie et j'espère que cet élargissement va continuer. La transition a été difficile de l'époque communiste à la démocratie moderne alliée au marché européen, mais je dirais que non seulement en tant que Premier ministre, mais aussi en tant que Roumain, je suis plutôt optimiste. Je pense que le plus dur de la crise économique, sociale et politique qui a commencé en 2009 est derrière nous et que nous pouvons devenir un des pays européens à la croissance la plus rapide. Vous venez d'accueillir le sommet Chine-Europe de l'Est. Vous semblez être l'interlocuteur privilégié de la Chine. Comment percevez-vous l'influence de la Chine dans cette partie du monde? Tout d'abord, je suis absolument convaincu qu'une Europe forte et unie est le partenaire dont la Chine a besoin. Ils n'ont pas besoin de pays différents avec des intérêts différents. C'est pourquoi nous avons pour objectif une Europe plus unie, plus prospère, pour en finir avec les années difficiles de la crise économique et financière et être de nouveau un acteur politique et économique fort. Fait intéressant, un diplomate européen a au contraire accusé la Chine de vouloir diviser pour mieux régner. Quelle est votre réaction à ce commentaire? Je pense que c'est une mauvaise interprétation. La Chine investit en Europe, achète des obligations européennes, mais elle investit aussi dans les infrastructures, dans les projets économiques. Et c'est une situation gagnant-gagnant. Cela permettra à l'Union européenne dans son ensemble d'avoir un développement économique plus rapide, y compris dans les nouveaux pays membres, et des infrastructures qui aideront à combler le fossé avec les pays membres plus anciens de l'Europe de l'Ouest. Vous êtes de toute évidence très conscient de la levée de boucliers, en particulier au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne et en France, suscitée par la fin des restrictions au 1er janvier, la fin de toutes les restrictions à la libre circulation des travailleurs roumains dans l'Union européenne. On entend parler d'afflux, de déferlement de Roumains sur des pays comme la Grande-Bretagne. C'est ce qu'il faut redouter? Non, pas du tout. Mais la liberté de mouvement est un des piliers fondateurs de l'Union européenne. On ne peut pas changer ces piliers fondateurs parce que sinon, toute la construction s'effondrera. Les Britanniques peuvent venir en Roumanie et investir leur argent, ce qu'ils font, et ils sont les bienvenus. Ils peuvent y vendre des biens, faire des affaires, du tourisme, être des partenaires politiques. Cela ne peut pas être à sens unique. Donc vous ne pensez pas que cet afflux de travailleurs roumains aura lieu? Absolument pas, et je vous explique pourquoi. Actuellement, la Roumanie est non seulement en plein développement économique, mais notre taux de chômage est aussi plus bas que la moyenne européenne. Nous offrons de nombreuses opportunités, je dirais parfois même meilleures que les pays membres occidentaux de l'Union européenne. Les gens qui voulaient partir à l'étranger y sont déjà, et il ne va pas y avoir de changement significatif à cet état de fait. Comment réagissez-vous à l'approche du Premier ministre britannique pour juguler la migration roumaine, à savoir la suppression des aides sociales? Je dirais, cela vous surprendra peut-être, que j'ai lu très attentivement ce que M. Cameron a dit, et je suis d'accord avec lui.
Tout d'abord, il a répété que le 1er janvier, il respecterait la date fixée par toute l'Union européenne. Ensuite, et là je le rejoins, tout comme la chancelière allemande ou d'autres premiers ministres, quand ils disent qu'il est dans l'intérêt de tous les Européens, y compris des Roumains et des Bulgares, de lutter contre les gens qui profitent de façon illégitime ou abusive du système de protection sociale. Je me battrai toujours pour le droit des Roumains honnêtes et travailleurs à se rendre au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, pour y trouver une vie meilleure, un meilleur emploi, payer des impôts et contribuer activement à la société. Le commissaire européen László Andor a qualifié le comportement britannique d'hystérique. Vous êtes d'accord avec lui ? Je dirais que nous devrions nous montrer plus raisonnables dans la gestion des situations très délicates. Je peux comprendre la pression qui s'exerce sur des gouvernements et les pousse parfois à adopter des positions populistes. Et c'est pourquoi j'ai dit que chaque fois que les partis traditionnels se laissent tenter par l'approche populiste, qui consiste à extrader tous les étrangers ou à fermer leurs frontières, ils sont toujours perdants. J'ai toujours à l'esprit l'exemple de l'ancien président français, M. Sarkozy. Il a de nombreuses fois cédé à cette tentation et a perdu les élections. Et je pense que les seuls partis et mouvements politiques qui profitent de cette nouvelle approche nationaliste et anti-étranger sont les mouvements anti-européens. Retournons les choses. Nous savons comment les Britanniques, les Français, les Allemands voient les Roumains. Qu'en est-il dans l'autre sens ? Je dirais que notre sentiment n'est pas du tout négatif, il est plutôt positif. Parce que j'étais un adolescent à l'époque communiste, et pour nous, l'Europe a toujours été un rêve, a toujours été le modèle de société que nous aimerions construire ici, en Roumanie. Diriez-vous que la plupart des gens acceptent ce sentiment anti-roumain ? Je ne pense pas que répondre avec la même rage ou colère serait la bonne solution. Je pense que la réponse la plus intelligente que j'ai entendue en Roumanie est celle qui a été promue par les médias et qui a invité les représentants les plus importants de toutes les strates de la société britannique à visiter la Roumanie, de sorte qu'ils puissent changer d'opinion. Il y a beaucoup de préjugés et je pense que l'Europe a cet objectif très important de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître plutôt que de forger leur opinion des Roumains sur la base de préjugés. Si l'on revient à cette question d'image, on pense aux Roms. Vous avez une minorité rom très importante. Elle est souvent citée comme une des raisons de la mauvaise image des Roumains à l'étranger. Comment réagissez-vous à cela ? Il y a une importante minorité rom dans toute l'Europe de l'Est, pas seulement en Roumanie. C'est toujours cette consonance entre roumain et rom qui fait peut-être que les médias relient plus facilement les Roms à la Roumanie. Mais il y a d'importantes communautés roms en Bulgarie, en Hongrie, en Slovaquie, en Serbie et dans la région. Et je pense que c'est un grand défi, pas seulement pour ce pays, mais pour l'Europe entière. Ce sont des citoyens européens, il leur faut des programmes spéciaux pour mieux s'intégrer. Et comme je l'ai dit à Londres ou en France, la solution à long terme consiste à mieux les intégrer dans leur pays d'origine. Si nous nous contentons de les mettre dans des avions pour les déplacer de Roumanie vers la Bulgarie ou la France, ce n'est qu'une solution à court terme, le type de solution que l'on prend à quelques mois d'un scrutin électoral, mais qui ne résout rien à long terme. Si l'on s'intéresse au long terme, Amnesty International critique le comportement de votre gouvernement avec la minorité rom, dénonçant des expulsions forcées fréquentes contre lesquelles vous ne faites rien. Les Roms disent que leurs conditions de vie sont si mauvaises dans votre pays que l'exil est leur seule option. Très honnêtement, je pense qu'il s'agit de vieux rapports, parce que... C'est dans le dernier rapport. Amnesty International ? Oui.
Je dirais, une fois de plus, qu'il est bien plus facile de critiquer que de travailler ensemble. Nous sommes très ouverts, nous avons opéré de nombreux changements, pas seulement dans la législation, mais nous avons consacré beaucoup de fonds roumains et européens à des programmes adaptés. Nous avons des institutions chargées de faire appliquer notre stratégie. Bien sûr, il reste beaucoup à faire et travailler ensemble nous garantira une meilleure réussite. Autre question épineuse pour la Roumanie, la corruption. J'ai parlé avec Transparency International ici en Roumanie et ils m'ont dit que le problème est si endémique, tellement enraciné que même avec la meilleure volonté du monde, il vous est quasi impossible de l'éliminer. Si nous l'éliminons, Transparency International n'aura plus rien à faire. Écoutez, la réalité est la suivante. Il y a beaucoup de vieux clichés qu'il est plus facile de répéter pour les médias européens parce qu'il est plus facile de présenter... Ce sont des mythes déplaisants, mais vous arrivez 4e sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International. En Europe ? En Europe, oui. Dans l'Union européenne. Donc c'est un vrai problème. Je dirais que la Roumanie a mis en place, depuis 2007, toutes les nouvelles institutions et régulations que la Commission européenne nous a aidés à élaborer. Les résultats sont absolument impressionnants parce que de nombreux politiciens et fonctionnaires ont été sanctionnés pour corruption. Nous avons eu de nombreux cas. Nous avons des institutions très indépendantes qui sont hautement saluées dans tous les rapports. Donc je dirais qu'il n'y a ni plus ni moins de corruption que la moyenne européenne et nous devrions poursuivre cette lutte et introduire plus de transparence à tous les échelons. Pas plus que la moyenne européenne. Mais si je peux aller un tout petit peu plus loin sur ce point, 3 membres de votre gouvernement, et c'est tout à fait inhabituel, font l'objet d'enquêtes judiciaires pour corruption. Votre ministre des Transports, celui du Commerce et de l'Industrie et votre vice-premier ministre. 2 d'entre eux ont démissionné pour corruption, mais pas votre vice-premier ministre. Il y a un problème de crédibilité. Non, parce que, une fois de plus, aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'une enquête pour corruption dans le cadre de leurs fonctions. Comme je l'ai dit, les institutions anti-corruption ont été très actives. Elles ont enquêté sur presque tout le monde, et je pense que c'est une bonne chose. Ce sont des organismes indépendants, mais il n'y a eu aucune accusation de corruption depuis que j'ai pris mes fonctions il y a 1 an et demi. Et je pense que le fait d'être plus transparent et de garantir l'indépendance des institutions constitue la bonne réponse. Est-ce que les dénonciateurs sont protégés ? Selon notre législation... Dans la réalité. Même dans la réalité, bien sûr. Parce que toutes les institutions ont été négociées avec l'Union européenne et elles appliquent la législation. Un des problèmes liés à cette question de la corruption a été, pour vous, l'accès aux fonds européens. Vous auriez pu accéder à des dizaines de milliards d'euros. Ça a été difficile pour vous et vous y travaillez au sein de votre gouvernement. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, la Roumanie était un des pays qui avait le plus de mal à accéder à ces fonds. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui accédons le mieux aux fonds de l'Union européenne. En 2012, tous nos programmes opérationnels avaient été suspendus par la Commission européenne. Aujourd'hui, tous sont opérationnels. Et c'est un des meilleurs résultats auxquels nous sommes parvenus en 1 an et demi. Débloquer tous les programmes opérationnels, absorber plus de 3 milliards pour que tous les programmes soient opérationnels. Et je suis très satisfait de la façon dont nous avons travaillé avec la Commission européenne. Vous tenez vraiment à intégrer l'espace Schengen. Je reviens encore sur la question de la corruption. C'est seulement un problème résiduel selon vous, n'est-ce pas? Parce que bien que techniquement vous devriez être capable de rejoindre l'espace Schengen, plusieurs pays européens freinent des 4 fers. Comment réagissez-vous à cela? Quel est votre calendrier en la matière?
Il n'y a plus de calendrier pour nous parce que je dirais, et ce sans vouloir offenser personne, que c'est seulement un prétexte motivé par des agendas de politique intérieure, le fait que la Roumanie et la Bulgarie devraient attendre avant de rejoindre Schengen. Nous avons des frontières très sûres, et ce, selon la Commission européenne et toutes les évaluations techniques. Nous sommes tout à fait capables de protéger les frontières de l'Union européenne et nous avons rempli tous les critères que l'Union européenne applique à tous. Quand arrive le moment de la décision finale, il y a toujours une élection interne dans un des pays membres et il y a toujours une bonne raison de reporter notre adhésion. Avec les élections européennes au tournant, craignez-vous un nouveau revers? Vont-elles repousser la question de Schengen encore plus loin? Je n'ai pas peur de ne pas être dans Schengen. Tôt ou tard, nous en ferons partie, conformément aux régulations européennes. Mais j'ai peur et je m'inquiète de voir siéger dans le prochain Parlement européen les représentants d'idées anti-européennes, de principes anti-européens. Les populistes, les extrémistes vont peut-être augmenter leur siège. Nous devons lutter pour les valeurs européennes. Tant que nous essaierons d'imiter l'approche des anti-européens, nous serons perdants et ils seront gagnants. Et je pense que l'Europe devrait être plus unie, plus intégrée, mieux coordonnée en termes de politique intérieure, mais aussi extérieure. Et des gains électoraux à court terme ne devraient pas compromettre les fondements de la construction européenne. Vous évoquiez votre économie et le fait que la Roumanie a enregistré la plus forte croissance de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Vous avez mentionné votre désir de rejoindre la zone euro. Pour la Roumanie, c'est une décision politique claire. Contrairement au Royaume-Uni ou à d'autres pays, nous voulons rejoindre la zone euro. Mais cela ne devrait pas se produire dans l'immédiat parce que, tout d'abord, il nous faut une économie forte. La zone euro n'a pas besoin d'une autre économie fragile. Nous devons être forts et compétitifs, apporter quelque chose en plus à la zone euro, non pas un autre problème. Et ensuite, bien sûr, et je suis très optimiste quant à l'orientation choisie, la zone euro mettra en œuvre toutes les réformes basées sur les mauvaises expériences du passé pour éviter les nouvelles crises. Donc vous voulez adopter l'euro une fois que l'Europe aura mis de l'ordre dans sa maison? Oui, et je dirais que 2018 est une date réaliste, et je suis avec attention l'exemple de la Pologne. La Roumanie s'intéresse beaucoup à l'expérience polonaise. Nous avons des pays et des économies de taille moyenne, et je pense que la façon dont la Pologne se prépare est un bon exemple pour la Roumanie également. Vous êtes connu pour être un pilote de rallye enthousiaste. Je l'étais, oui. La route a été rapide et rocailleuse au cours de votre première année au gouvernement. Comment votre expérience de pilote de rallye vous a-t-elle préparé à être Premier ministre? C'est vrai que c'était un de mes dadas et ça me manque depuis que je suis Premier ministre. En fait, je n'étais pas un très bon pilote de rallye, j'étais un très bon copilote. Et je pense que cela veut dire qu'un pays a besoin de partenariats pour se développer. Je suis calme, je sais qu'être rapide est important, mais la sécurité l'est encore plus. Donc j'espère que l'Europe va se remettre de la crise rapidement, tout en créant des bases solides pour sa croissance future, afin de redevenir cet acteur fort et global dont le monde a besoin. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup.